Le lendemain matin, les compagnies aériennes du monde entier consultaient déjà leurs cartes de navigation et un seul mot y apparaissait en rouge sur 5 pays du Golfe, à éviter. Aucun avion ne s'interrogeait sur l'origine des missiles qui avaient traversé ce ciel durant la nuit. Ils se contentaient de ne plus y voler. C'est ainsi que se terminait cette nuit du 14 juillet, non pas par une victoire ni par une défaite proclamée, mais par une carte réécrite en quelques heures et par un silence prudent des compagnies aériennes. Pour comprendre comment on en était arrivé là, il fallait revenir quelques heures plus tôt, au moment où les sirènes avaient commencé à hurler au-dessus du Koweït. Les autorités avaient alors fait quelque chose d'inhabituel. Elles avaient prévenu la population avant même que les explosions ne retentissent, précisant que ce qu'on allait entendre ne serait pas des impacts, mais des interceptions. Dans le ciel du pays, évoluaient à cet instant 33 drones, 5 missiles de croisière et un missile balistique, selon le décompte communiqué par le ministère de la Défense koweïtien. La cible n'était pas la capitale. Selon la revendication du corps des gardiens de la révolution islamique, la cible était la base aérienne américaine d'Ali al-Salem. À quelques centaines de kilomètres au sud, à Bahreïn, les sirènes avaient retenti à 2 reprises ce même soir. Là, c'est l'adresse principale de la présence américaine dans le Golfe qui se trouvait visée, la base de la 5e flotte de la marine des États-Unis. Les forces de défense du Royaume avaient annoncé avoir intercepté une partie des missiles et des drones iraniens. Ce qui avait réellement atteint le sol et ce qui avait été détruit n'a jamais été confirmé de manière indépendante. Pris séparément, ces épisodes ressemblaient à des incidents isolés d'une même nuit. En réalité, il s'agissait d'une seule et même facture, présentée simultanément à 3 pays. Pour saisir pourquoi ces 2 nations précises se retrouvaient visées, il fallait regarder la carte non pas comme un enjeu politique, mais comme une question de propriété foncière. Ni le Koweït ni Bahreïn n'étaient en guerre contre l'Iran, mais des bases américaines occupaient leur sol. Ali al-Salem, c'est le point de départ des drones d'attaque MQ-9. Sheikh Issa, à Bahreïn, c'est la maintenance, les hangars, les équipements, le centre de commandement de la flotte. L'Iran frappait des installations américaines. Les missiles traversaient cependant des villes qui n'étaient pas les siennes, et les débris retombaient sur des toits qui n'appartenaient à personne parmi les belligérants directs. C'est précisément ce détail qui transformait cette guerre, menée par 2 acteurs, en un conflit régional. La première fissure était apparue rapidement. Le Koweït avait fait état de 4 marins militaires blessés. Les débris des drones abattus avaient causé des dégâts matériels. Autrement dit, la défense anti-aérienne avait fonctionné. La cible n'était pas arrivée à destination et des gens avaient tout de même été blessés. C'est à cela que ressemble une interception réussie. Vue de près, ce qui tombe au-dessus de vos têtes retombe quand même. Venons-en maintenant à la composition de cette vague d'attaque, car elle éclaire l'intention mieux qu'aucune déclaration officielle. Un missile balistique, 5 missiles de croisière, 33 drones, 3 outils différents, 3 fonctions différentes. Le missile balistique monte haut et vite, suit une trajectoire courbe et s'abat presque à la verticale sur sa cible. Il est difficile à arrêter car il ne laisse que quelques secondes de réaction. Le missile de croisière, lui, vole bas, longtemps, épouse le relief et arrive par le côté, comme un véhicule qui préfère les ruelles à l'autoroute. Le drone est lent et bon marché. Il vrombit et met de longues minutes à approcher sa cible. Imaginez une porte munie de 3 serrures et 39 personnes qui s'en approchent en même temps. Chacune tire sur la poignée. La plupart échoueront. Mais pendant que votre attention se fixe sur elle, quelqu'un d'autre entre par la fenêtre. C'est là toute la logique d'une attaque saturante. Il n'est pas nécessaire de percer la défense. Il suffit de lui donner plus de travail qu'elle ne peut en accomplir en 1 minute. Et c'est ici qu'intervient le premier retournement. Les 33 drones n'étaient pas l'attaque principale. Ils étaient la facture présentée à la défense adverse. Chaque drone coûte peu et vole lentement. Chaque intercepteur tiré contre lui coûte plusieurs fois plus cher et ne se remplace pas instantanément. Un missile en rampe de lancement n'est pas une ressource infinie. Il faut le transporter, recharger le système, décider sur quoi dépenser le suivant. Le drone abattu avait accompli exactement sa mission. Forcer le système à gaspiller une réponse coûteuse et occuper l'espace d'une minute précieuse, l'attention qui aurait pu se porter ailleurs, pendant qu'un autre projectile approchait de sa cible. Dans cette guerre, bon marché ne signifie donc pas faible. Cela signifie qu'on peut en envoyer beaucoup. Mais ce n'était pas encore la couche la plus profonde de ce plan. La veille, le corps des gardiens de la révolution islamique avait déjà revendiqué une frappe contre une base au Koweït où étaient stockées des munitions destinées au système de défense antiaérienne. Les frappes contre les systèmes de défense et les frappes contre le territoire ne s'étaient donc pas déroulées en parallèle, mais l'une après l'autre. On détruit d'abord le dépôt d'intercepteurs, puis le lendemain soir, on envoie 39 cibles contre ce même pays. Cela évoque une scène presque domestique. Quelqu'un éteint d'abord la lumière de la cage d'escalier, ce n'est qu'ensuite qu'il monte les marches.
Selon la revendication du corps des gardiens, la troisième vague d'une opération baptisée Nasr II avait détruit des dépôts d'armement sur la base de Sheikh Issa à Bahreïn, touché un hangar, des équipements et un centre de pilotage de drones. La partie iranienne avait également affirmé avoir endommagé la zone de déploiement des drones MQ-9 sur la base d'Ali Al-Salem au Koweït et y avoir détruit plusieurs appareils américains. Les forces iraniennes avaient en outre revendiqué une frappe contre la base aérienne du prince Hassan en Jordanie. Aucun de ces chiffres n'a été confirmé, ni par les États-Unis, ni par le Koweït, ni par Bahreïn, ni par la Jordanie. C'est ici que l'histoire opère un second retournement, cette fois contre l'Iran lui-même. La Jordanie avait annoncé que ses forces avaient intercepté et détruit 4 missiles ayant pénétré son espace aérien. Aucune victime, aucun dégât, selon une source militaire citée par l'agence Petra. La Jordanie n'était pas en guerre contre l'Iran, elle se trouvait simplement sur la trajectoire. Cette nuit-là, elle avait abattu des missiles qui n'étaient pas les siens au-dessus de son propre territoire et n'en avait retiré que le risque. Le commandement iranien unifié, Khatam al-Anbiya, avait annoncé que les frappes contre les pays du Golfe se poursuivraient toute la nuit. Et aussitôt après, le corps des gardiens avait ajouté une phrase plus lourde de conséquences que tous les chiffres réunis. Tout pays apportant son soutien aux États-Unis deviendrait une cible légitime. Ce n'était plus une question de base militaire, c'était une invitation à la guerre, adressée aux voisins. Le second destinataire de cette nuit se trouvait encore plus loin du front et n'avait rien de militaire. L'Agence européenne de la sécurité aérienne avait recommandé aux compagnies de contourner l'espace aérien de Bahreïn, du Koweït, du Qatar, des Émirats arabes unis et d'une partie du golfe d'Oman. Une seule recommandation, et des dizaines d'itinéraires se retrouvaient réécrits du jour au lendemain. Un avion ne demande pas à qui appartiennent les missiles, il cesse simplement de survoler cette zone. Et sous ce même ciel s'étend une mer. Depuis une semaine, Téhéran répétait inlassablement le même message. Le détroit d'Ormuz resterait fermé tant que les États-Unis ne cesseraient pas leur intervention. Or, c'est par ce détroit que transite le pétrole. La veille, des missiles de croisière iraniens avaient touché 2 pétroliers émiratis dans le détroit. Un marin indien avait perdu la vie. 8 membres d'équipage avaient été blessés. C'est précisément à ce moment que toute cette arithmétique cesse d'être purement militaire. Ce marin indien, à bord d'un pétrolier émirati, n'avait aucun lien ni avec les bases, ni avec le corps des gardiens, ni avec le commandement central américain. Il travaillait simplement sur un navire qui suivait la route qu'empruntent les navires depuis toujours. Combien de personnes, cette nuit-là, se sont retrouvées prises dans un conflit qui n'était pas le leur, sans avoir jamais choisi d'y participer? Les frappes iraniennes du 14 juillet constituaient une réplique. C'est ainsi que le corps des gardiens les avait lui-même présentés. Une réponse aux actions agressives de l'armée américaine, qui avait ce jour-là frappé des installations militaires côtières. C'était le 3e jour consécutif de frappes américaines contre l'Iran. Selon le commandement central des États-Unis, les cibles se trouvaient à Boucher, à Chabahar, à Jask, à Konarak, sur l'île d'Abu Moussa et à Bandar Abbas. Autrement dit, sur l'ensemble du littoral dont dépend le contrôle du détroit. Chaque camp qualifie sa propre frappe de riposte, et chacun à sa manière a raison. C'est précisément pour cela que rien ne s'arrête. Dans la foulée, Washington avait annoncé le rétablissement d'un blocus naval des ports iraniens. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, avait déclaré que l'accord connu sous le nom de Mémorandum d'Islamabad n'avait plus cours. Le document, qui maintenait encore un semblant de cadre, avait disparu en une seule soirée. Au-delà, il n'existait plus de limite. À Téhéran, entre-temps, on commençait à s'attendre à des coupures d'électricité tournantes. Rassemblons maintenant tous ces éléments. Une seule nuit, 39 cibles aériennes au-dessus du Koweït, 2 alertes successives à Bahreïn, 4 missiles interceptés au-dessus de la Jordanie, une revendication de frappe contre la base de la 5e flotte, une revendication de dépôt détruit, aucune confirmation indépendante, un détroit fermé, un mémorandum caduc, un blocus rétabli et une recommandation aérienne d'éviter le ciel de 5 pays. Aucun de ces événements pris isolément ne constitue un basculement. Ensemble, ils signifient une chose simple, cette guerre ne tient plus dans le cadre de 2 drapeaux. Reste à parler de ceux pour qui cette nuit n'était pas une carte stratégique. Les 4 marins koweïtiens blessés sur leur propre base, dans leur propre pays, n'avaient participé à aucune opération. Les habitants du Koweït, à qui l'on avait demandé de ne pas sortir en leur expliquant que les explosions au-dessus de leur tête étaient des interceptions, s'étaient endormis au son d'un bruit qu'on ne confond avec aucun autre. À Bahreïn, les sirènes s'étaient tues puis avaient repris 2 fois dans la même soirée, et entre les deux s'étirait ce moment où l'on ignore si tout est terminé ou si ce n'est qu'une pause. Les autorités du Koweït et de Bahreïn n'ont fait état d'aucun mort cette nuit-là. C'est peut-être là tout le bilan de cette histoire. Ni victoire, ni défaite, mais le fait que 39 engins lancés dans le ciel se soient soldés par 4 blessés et non par une centaine.
On peut se demander, en écoutant un tel récit, ce qui pèserait le plus lourd dans sa propre vie. Vivre sous la menace d'un ciel qu'on ne contrôle pas ou porter la responsabilité de décisions prises loin de chez soi, mais payées par d'autres.